Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous recevons Berivan Firat, qui est porte-parole du Conseil démocratique kurde en France. C'est très particulier pour moi de te recevoir, puisque c'est grâce à toi que j'ai mis les pieds dans le mouvement kurde, puisque en tant que féministe, je participais déjà à la marche pour les 3 militantes qui ont été assassinées en 2013, et je t'entendais souvent au micro prendre la parole. Et comme je te l'ai dit à maintes reprises, je considère que tu es la meilleure oratrice de France, et j'ai toujours été happée par tes discours. Donc voilà, c'est non sans émotion que je te reçois aujourd'hui au micro de Lutte kurde. Malheureusement pour un sujet dont on se serait évidemment bien passé, puisque va arriver très prochainement la date anniversaire de l'attentat terroriste qui a eu lieu le 23 décembre 2022 dans les locaux ici du Centre démocratique kurde. Alors j'ai direct employé le terme d'attentat terroriste, mais on va en reparler plus longuement sur pourquoi cette appellation a son importance. Déjà pour commencer, pour les personnes qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé le 23 décembre 2022 ? D'abord, merci de me recevoir et vraiment honoré de ce que tu viens de dire. Le 23 décembre, eh bien, un individu est arrivé au Centre démocratique kurde, rue d'Enghien, et a visé en premier lieu la pionnière du mouvement des femmes kurdes, Evin Goï, par la suite un patriote kurde qui était là, Abdurrahman Kızıl, et il a tiré sur Mir Perver, qui est par la suite parti décédé dans le restaurant où il s'était réfugié. Cet attentat, nous maintenons ce terme attentat, c'est extrêmement important pour nous, parce que quand on analyse ce que veut dire un attentat, on voit bien que un attentat terroriste surtout, on voit bien qu'il s'agit grosso modo d'un acte qui terroriserait une partie de la population. Et le peuple kurde en diaspora, mais pas seulement, des centaines de milliers, des millions de personnes ont été terrorisées par un acte qui, en plein cœur de Paris, en pleine journée, un jour avant le réveillon, exécute 3 personnes. 3 personnes dans un centre démocratique, dans un centre politique, puisque le centre démocratique kurde n'est pas un lieu anodin. C'est un lieu où les Kurdes en exil se retrouvent. C'est un lieu où les Kurdes qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où aller, viennent. C'est aussi un endroit de retrouvailles des Kurdes en exil, en diaspora. Et c'est aussi surtout l'endroit que Erdogan, le président turc, et tous ses pairs désignent comme la vitrine légale du PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, un mouvement qui lutte pour la dignité et pour l'honneur du peuple kurde, et qui a aussi lutté pour les Européens, les Français, en combattant Daesh et en perdant plus de 4500 de ses cadres. Et de ce fait, de dire que c'est une attaque d'un individu raciste qui est venu dans un endroit où il y a des étrangers pour commettre un acte de raciste pathologique. C'est effectivement le terme qui a été employé, un racisme pathologique, comme si le racisme était une pathologie, alors qu'une pathologie, d'un point de vue psychiatrique, notamment quand on parle de pathologie dans le cadre judiciaire, c'est un acte qui vient minorer la gravité des faits. Donc pouvoir considérer que le racisme est une pathologie, ça voudrait dire que le racisme, qui normalement est un acte aggravant pour le coup, voilà, on sent qu'il y a une antinomie entre ces termes-là. Tout à fait, on essaye à la seconde même, quelques minutes après l'attentat, tout de suite, que ce soit le juge d'instruction, enfin le procureur, pardon, et par la suite le ministre Darmanin qui est venu devant le 16 rue d'Enghien où il y a eu l'attentat, et qui ont de suite déclaré qu'il s'agit d'un acte d'un raciste pathologique. Comme vous avez pu le dire, le racisme, c'est un délit, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie.
on en a fait une maladie pour essayer de minorer justement la situation de cet individu. Donc, ce qui est le plus important, c'est que ce 23 décembre 2022 devait avoir lieu au Centre démocratique kurde la réunion des femmes kurdes qui justement devait se retrouver pour les préparatifs de la date commémoration, 10e date commémoration du triple attentat politique qui a eu lieu le 9 janvier 2013, toujours en plein cœur de Paris, toujours en pleine journée, et dont l'auteur, le tireur est connu, et dont les commanditaires sont connus, mais que ce dossier est bloqué du fait que, il est face à ce qu'on appelle au secret défense, une partie du dossier qui est détenue par les services de renseignement et gardée. Sont transmis, mais du coup avec quasiment l'intégralité biffée. Moi j'ai vu un avocat nous montrer les documents. Tout à fait. Effectivement, c'est des pages quasiment noires où on ne peut rien lire puisque tout est classé secret défense, ce qui empêche l'instruction du dossier. Moi je dirais pas pour vous comme transmis. Il n'y a pas besoin de transmettre des feuilles qu'on a tout assurées, qu'on lit sur 40 pages une ligne. Il faut que ce secret défense empêche la justice d'être appliqué. Et ça, c'est déjà qu'il y ait 2 doubles attentats contre les Kurdes sur le sol français en pleine journée et en pleine cœur de Paris, alors que le monde entier sait, surtout en France, que nous sommes extrêmement bien surveillés. Mais alors, à un point où on peut même pas. Et quand on se dit qu'on est tellement bien surveillés, comment ça se fait que on réussit quand même à nous tuer? Donc là, il y a une question à se poser. Donc là, il y a ce secret défense, ces dossiers qui sont détenus par les services secrets doivent être transmis au juge, transmis au parquet pour que la justice soit rendue. Nous disons que j'ai eu l'occasion à un endroit de poser la question à Monsieur Darmanin, comme ça, pendant qu'il marchait, en disant qu'il fallait que le parquet antiterroriste soit saisi, et il m'avait répondu, mais vous savez que la justice est indépendante. Oui, je sais que la justice est indépendante, mais il y a une entrave. Il y a ce secret défense qui fait que la justice est empêchée dans le fait d'avancer, de pouvoir rendre justement la justice. Et la justice est un droit fondamental, aussi pour nous les Kurdes. Tu évoquais le fait que le 23 décembre 2022, une réunion de femmes était prévue, qu'il y aurait eu normalement de nombreuses participantes qui auraient dû être présentes précisément à l'heure où a eu lieu cet attentat, mais que cette réunion a été décalée d'1 heure pour des soucis de transport. Donc déjà, ça c'est un premier doute où on se dit, mais est-ce que ce tueur, il est vraiment venu un jour d'après-midi, en semaine, enfin non, c'était en fin de matinée, à un moment donné où on se dit que le sang va pas être très fréquenté. On a un petit doute quant au fait qu'il y aurait peut-être eu des informations sur le fait qu'il y avait cette réunion pour toucher beaucoup de monde. Et puis surtout, ce qui est très perturbant, c'est que vraiment, avant même que le tueur ne le dise lui-même, puisqu'il a reconnu avoir ciblé précisément des Kurdes, la population kurde a dit « on a été ciblé ». Et dans un premier temps, on vous a un peu considéré comme paranoïaque, c'est-à-dire qu'on a considéré que vous faisiez des films, que c'était pas vrai, alors qu'il y avait quand même des éléments dès le début qui étaient très probants, puisque une fois qu'il a tiré au niveau du Centre démocratique kurde, il allait chez un coiffeur kurde également. Or, ce coiffeur, sa devanture ne permet pas de savoir qu'il est kurde. Ce qui veut dire que le tueur avait bien fait des recherches en amont, déjà, pour cibler vraiment précisément des lieux où il savait qu'il allait trouver des personnes kurdes. Et peut-être l'autre chose dont les gens se souviennent pas nécessairement, c'est que ce tueur, il a été désarmé. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été désarmé dans ce salon de coiffure, on peut pas savoir combien il y aurait pu y avoir de personnes qui auraient succombé sous ses armes, parce qu'il était quand même, il faut le rappeler, très lourdement armé. Il avait un véritable arsenal sur lui. Donc, cela veut dire que on se pose la question, est-ce que les informations filtrées concernant la réunion des femmes, donc il arrive avec des munitions vraiment, c'est un individu qui sort de prison 11 jours avant, qui est quand même détenu pendant plus d'1 an, il sort 11 jours avant, il va d'abord à Saint-Denis. On parle du 93, où on
le voit descendre dans une station de métro et il y a des angles morts et il réapparaît quelques minutes plus tard avec un sac qui est beaucoup plus conséquent. Ce sac n'a jamais été retrouvé. Et il faut surtout parler de la personnalité de cet individu qu'on essaie de nous faire, de nous vendre comme un homme, un raciste pathologique, âgé de 69 ans, qui avait le visage tuméfié, qui était complètement perdu, il savait plus quoi faire. C'est un homme qui arrive, qui abat de sang-froid 3 personnes. Et comme tu dis, il arrive dans un salon de coiffure, il vise les gens et ce sont les gens là-bas qui le désarment, évitant un nouveau carnage. Donc, je voulais te parler de la personnalité de cet individu. Il fait son service militaire au 3e régiment de parachutistes et c'est pas quelque chose de secret. Nous savons que les agents, ceux qui travaillent pour l'État, ceux qui sont missionnés pour des actions, des choses un peu secrets, un peu sales, sont généralement recrutés dans ce 3e régiment. Cet homme a une licence de vol, c'est-à-dire il sait piloter des petits avions. Il est mécanicien, conducteur de TGV. Il est judoka, très fort en judo. Il est spécialisé en armes. Il fréquente des polygones de tir très très régulièrement. Il parle des langues, plusieurs langues. Le russe et l'hébreu, ce sont pas des langues qui courent dans la rue ou à la limite le russe on peut dire ok, mais l'hébreu c'est pas quand même une langue où beaucoup de gens le parlent, qu'on puisse dire bon il y a une utilité d'apprendre et de pouvoir communiquer avec les gens. Donc de là, quand on regarde la personnalité de Gugus, qui a été arrêté précédemment aussi avec près de 36 armes. C'est un point important. En 2016. Voilà, en 2016, parce que il a des gens qui viennent squatter sa maison. Il a une maison dans le 93 et il arrive à chasser ces personnes. Il les poursuit avec une arme semi-automatique. Et il en blesse plusieurs. Et quand la police intervient, il pose son arme et il se rend sans résistance. Par la suite, quand sa maison est fouillée, on trouve 36 armes. Des kalachnikovs, des canons sciés, des armes blanches, des armes que on ne trouve pas comme ça dans la rue. Et cet homme est relâché presque immédiatement après. Donc on se pose la question. Après, en 2021, il s'attaque à des réfugiés soudanais dans des tentes avec une arme blanche. Il est arrêté, il est condamné à 1 an de prison. Les pauvres Soudanais qui s'étaient défendus face à l'agresseur sont aussi condamnés à la même peine de prison. Et il sort 11 jours avant et il arrive au Centre démocratique kurde. Enfin, il dit qu'il a été à Saint-Denis et qu'il n'a pas trouvé suffisamment de gens ou que sa tenue n'était pas appropriée, enfin toute une histoire, parce que tout ça, il nie d'abord, il ne parle jamais du fait qu'il a été à Saint-Denis. C'est quand il est fouillé et qu'on retrouve le ticket de métro sur lui, que là, il est obligé de reconnaître qu'effectivement, il a été à Saint-Denis, qu'il voulait d'abord commettre l'acte là-bas, mais et en fin de compte, quand on trouve les vidéos, on voit que il arrive avec un sac très peu fourni. Après, il repart avec un autre sac, ce sac brun, marron qu'on n'a jamais retrouvé, et son sac est beaucoup plus fourni. Donc, de là, on se dit, cet homme qui n'a trouvé pas suffisamment d'étrangers, ou il a estimé qu'il pouvait pas faire son action à Saint-Denis, donc il veut tuer plein d'étrangers. Il arrive à Strasbourg-Saint-Denis, dans le 10e, et il arrive dans la rue la plus calme du 10e. La rue d'Anquin. Effectivement, il faut bien préciser qu'on est dans un quartier très animé, mais que là, vraiment, on est dans une rue effectivement très calme. Très calme. Et il faut bien se dire qu'il a effectivement visé, comme il l'a reconnu le 18 mars 2023,
devant le juge d'instruction et quelques jours avant devant les psychiatres qu'il a visé les Kurdes, du PKK. Il le souligne, car il dit qu'il n'aime pas les Kurdes qui mènent des actions séparatistes contre la Turquie en Turquie. Il le souligne. Et il dit « J'ai commis un attentat parce que je n'aime pas les Kurdes ». Il le répète à 3 reprises ce mot « attentat ». Et c'est le juge d'instruction qui le reprend, qui lui dit « Mais vous avez commis une attaque ». C'est une attaque. Et c'est après qu'il change. Oui, effectivement, une attaque. Donc cet individu est bien avisé de ce qu'il a fait. Pourquoi un individu lambda, qui n'est pas, c'est pas le cas de Malé, il est extrêmement bien entraîné. C'est vrai qu'on n'a pas encore donné son nom jusqu'à présent, donc effectivement il s'appelle William Malé. William Malé, c'est dans toute la presse, les médias et tout ça. C'est un homme qui, soi-disant, toute sa vie, il n'a jamais de problème. Après, il devient d'un coup raciste parce qu'il y a des squatteurs qui squattent chez lui. C'est surtout, il a de la haine parce qu'on a saisi ses armes. Dites-moi, lequel des citoyens arrêtés avec 36 armes, dont des canons sciés, des armes, des kalachnikovs, est relâché quelques jours après? Personne. Comment ça se fait que ce William Malé est arrêté avec autant d'armes et qu'il est relâché quelques jours après? Il ferme sa maison, il vient s'installer auprès de ses parents, dans le 2e si je ne m'abuse, et il arrive à s'attaquer au centre démocratique kurde, parce qu'on essaie de nous dire qu'il ne s'agit pas d'une attaque politique, mais rien que de s'attaquer au centre démocratique kurde, qui est à la limite l'ambassade des Kurdes. Qui est l'ambassade des Kurdes? Y a-t-il d'autres représentations politiques des Kurdes? Y a-t-il d'autres endroits où les Kurdes peuvent se retrouver? Y a-t-il d'autres endroits où les Kurdes peuvent discuter de leurs problèmes? Y a-t-il d'autres endroits où les Kurdes peuvent pleurer sans avoir honte? Y a-t-il d'autres endroits où les Kurdes peuvent se disputer entre eux, si nécessaire? Non, c'est le seul endroit. C'est le seul endroit qui est ouvert. Et cet endroit, comme je l'ai dit, est désigné par la Turquie comme la vitrine légale du PKK. Alors cet individu qui est un agent, qui était en prison, qui ressort 11 jours après, qui va à un endroit, il récupère un sac qui est plein, le sac on ne le retrouve pas. Il s'attaque aux Kurdes, il le dit pourquoi? Il aime les Turcs. Il préfère les Turcs aux Kurdes, alors que on le dit qu'il est raciste, suprémaciste, alors que les Kurdes ont combattu Daesh. D'accord? Quelqu'un qui est, je ne veux pas, c'est pas un honneur pour nous, même des gens d'extrême droite, quand ils savent que nous sommes Kurdes et que les Kurdes qui ont combattu Daesh, ils ont dit « Ah, mais vous, on vous aime bien parce que, voilà, c'est un homme qui devrait plutôt aimer les Kurdes plutôt que détester les Kurdes. » Mais vous, ce que vous questionnez clairement, c'est est-ce que cette personne n'a pas été en contact en prison, soit avec des services secrets turcs, soit avec des suprémacistes turcs qu'on appelle les loups gris, parce que c'est vrai que les propos qu'il tient sont très très intrigants en tout cas. C'est-à-dire que il est très politisé, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. On essaie de nous faire croire que c'est un... Je vous ai tracé son tableau. On essaie de nous faire croire que, bon, il est même... on a dit dans plusieurs émissions qu'il était un petit peu dérangé, qu'il n'était pas très intelligent. Il joue au Scrabble, c'est pas n'importe qui arrive à jouer à ça. Il fait des concours. Donc déjà faut arrêter. On nous dit que psychologiquement il est pas bien, mais quand il est sorti au mois de septembre, avant de sortir, il fait un bilan psychologique. Et il n'a aucun problème, vraiment aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il s'attaque aux Kurdes, on fait un truc, on dit il a peut-être eu un problème de discernement au moment des faits. Faut qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. On voit bien que cet individu, on essaye de faire de sorte que déjà le fait de refuser de déclasser le dossier de 2013, de donner les documents détenus par les services secrets et d'empêcher de cette façon la justice ou de condamner la justice à la politique. On voit bien déjà la position de ceux qui empêchent que ce dossier puisse avancer, que le juge d'instruction puisse avancer, que la justice puisse être rendue.
Je rappelle aussi que ça sera pour la première fois en France que après des dizaines d'assassinats politiques, des assassinats politiques auraient pu être élucidés. Il y avait toutes les preuves nécessaires. Il y avait le matériel audio, il y avait les documents, il y avait l'assassin qui avait été arrêté. C'était une première en France. C'est aussi une chance qu'on a donnée à la France, nous les Kurdes. Parce que je rappelle que pour l'assassinat de 2013, l'assassin, ce sont les Kurdes qui l'ont livré à la justice. Les images vidéo, ce sont les Kurdes qui ont livré à la justice. Oui, parce qu'effectivement, la précision importante qu'on peut apporter, c'est que c'était quelqu'un qui s'était infiltré dans la communauté, ce qui veut dire que vous avez eu le courage de dire c'est peut-être un des nôtres, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était encore considéré comme un des vôtres, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était effectivement un agent double qui œuvrait pour le compte de la Turquie. Et ce que tu dis là, ce sont des faits avérés, c'est-à-dire que vraiment, je précise qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'hypothèses, etc. Mais vraiment, la justice, enfin c'est pas la justice, mais en tout cas c'est le politique bloc pour empêcher la justice de donner un jugement qui viendrait établir les faits qui de fait le sont déjà. C'est-à-dire que même des journalistes qui sont très précautionneux dans ce qu'ils disent habituellement vont écrire qu'effectivement il n'y a pas de doute quant au fait que ce sont les services secrets turcs qui ont commandité le triple assassinat de 2013, mais que la France ne souhaite pas que ce soit établi par la justice, puisque ça l'obligerait à venir confronter la Turquie d'Erdogan, et donc empêche que la justice puisse être faite dans ce dossier-là. Et comme tu le dis très justement, c'est un message qui est envoyé aussi, puisque bien quelque part, c'est une façon de dire, on peut assassiner des Kurdes sur le sol français, et ça n'a pas de conséquences. Oui, mais justement, si le triple assassinat de 2013, l'attentat de 2013, avait été élucidé, celui du 23 décembre 2022 n'aurait pas eu lieu. C'est clair et net. Il y a aussi une chose extrêmement importante que je voudrais dire. Cet homme, qui plusieurs fois, on le retrouve avec des dizaines d'armes, qui est un spécialiste du tir, qui est pilote, qui a un brevet de pilote, enfin qui est autodidacte et tout ça, qui a quand même un passé qui n'est pas tout à fait long fleuve tranquille. Par exemple, les juges d'instruction n'avaient pas demandé les rapports des renseignements généraux le concernant. Toujours pas. Est-ce normal? Est-ce normal ou c'est parce que dans l'affaire précédente, ils l'ont demandé, ils l'ont pas eu, donc à la limite, si on le demande, on va se bloquer encore à un refus, donc autant ne pas le demander. C'est quand même inadmissible. L'individu lui-même reconnaît qu'il a commis un attentat terroriste contre les Kurdes. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi. On essaye de nous faire croire que cet individu qui est un peu dérangé, qui est vieux, qui s'est ennuyé en sortant 11 jours après de prison, qui est lourdement armé, d'accord, qui a un tas de munitions, qui arrive et qui s'attaque au centre démocratique kurde en disant qu'il n'aime pas le PKK, qu'il préfère la Turquie, il n'aime pas les séparatistes kurdes. Et on veut nous faire croire qu'il s'agit d'une attaque raciste. On va essayer de nous convaincre dans ce sens-là. Mais comme ça a été le cas pour le 9 janvier 2013, où Sakine Janssız, Fidan Doğan, Leyla Şahilen et Sakine Janssız est une des cofondatrices du Parti des travailleurs du Kurdistan. On a essayé de nous faire croire qu'il s'agissait d'un règlement de compte, qu'il s'agissait des histoires, ils ont sorti tous les scénarios possibles. Après, nous, les Kurdes, avec notre détermination, nous avons mis à jour qu'il s'agissait d'une histoire d'agent et qu'il y avait infiltration et que c'était la cause du truc. Et après, il y a eu toutes les preuves audio, les documents de mission et qui, même ce triple assassinat a été en connexion avec des tentatives d'assassinat en Belgique aussi qui ont été déjouées par les services belges. Donc, quoi qu'on essaye de dire sur l'attentat qui a été commis par William Mallet, nous savons qu'il y a une force derrière qui l'a commandité. À savoir qui? À savoir quel pays? À savoir quel service? Car il ne peut agir tout seul. C'est dans tous les cas, le sac, on ne le retrouve pas. Dans ce cas-là, si on ne l'a pas retrouvé chez lui, on ne l'a pas retrouvé chez ses parents, ça veut dire qu'il a un complice qui l'a pris en charge. Puisqu'on a les images vidéo de quand il vient de chez lui jusqu'à ici. Donc,
Là, il faut pas qu'on essaye de nous faire, comme on dit vulgairement, gober, qu'il s'agit d'une attaque raciste parce que cet homme est raciste, il n'aime pas les Kurdes et tout ça. Ça va au-delà de ça. Cet homme a un discours politique. Cet homme a toutes les caractéristiques, toutes les les obligations d'un agent extrêmement bien formé. Il dit peu de choses, mais qui donne à réfléchir. Nous avons quand même 50 ans d'expérience de lutte. Nous savons aussi qui dit quoi en ne disant rien. C'est important. Alors, cette qualification d'attentat terroriste, elle n'est pas juste symbolique pour vous, c'est-à-dire qu'elle aurait aussi des conséquences par rapport aux moyens qui pourraient être dévolus au niveau de l'enquête et au niveau de la justice. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail quel est l'enjeu de la reconnaissance du caractère terroriste de ce qui s'est passé ? Déjà, je voudrais donner un exemple qui est flagrant, qui est vraiment incroyable. Il y a quelques jours de ça, près de Grenelle, il y a eu un attentat. Je dis attentat parce que ça a été qualifié attentat terroriste. Un individu qui était précédemment fiché, qui avait des problèmes psychologiques, qui était soigné, qui s'est attaqué à des personnes. Un touriste allemand est décédé et il y a eu 3 personnes qui sont blessées, mais heureusement ils vont bien. Et là, de suite, malgré qu'il était psychologiquement, il avait une obligation de soins, où le juge aurait dû donner une obligation de soins parce qu'il était psychologiquement pas bien. Sa mère avait signalé ça a été mis automatiquement, ça a été pris en compte, en charge par le parquet antiterroriste. Quand on regarde, je mets de côté toutes les qualités d'agent que William Mallet a, ce qu'il a fait, William Mallet, et ce que l'individu à Grenelle a fait. Quelle est la différence? Pourquoi on qualifie cet acte d'acte terroriste? Quand on qualifie le parquet antiterroriste, peut encore davantage pousser l'instruction, peut mener des fouilles, des investigations, pas seulement sur William Mallet, mais sur tout son entourage, toutes ses connexions, toutes ses relations. Comment ça se fait qu'on le fait pour un individu qu'on dit psychologiquement pas bien, qui est fiché S et qui s'attaque à des touristes parce qu'on dit qu'il a perturbé l'état psychologique des gens, qu'il a mis les gens dans un état de terreur, et William Mallet qui a fait la même chose et qu'on refuse de qualifier son acte de terroriste et qu'on nous prépare à le montrer comme quelqu'un qui a une coefficient déficience mentale ou pour pouvoir classer le dossier. Comme ça a été le cas pour l'assassinat, le triple attentat de 2013, l'attentat politique, le féminicide de 2013, nous les Kurdes, nous n'avons pas lâché l'affaire. Ce 9 janvier, ça fera 11 ans, et la détermination des Kurdes, mais aussi de nos amis, est la même, pour que la justice puisse faire son travail, pour que la justice puisse être rendue aussi aux Kurdes, et il en sera de même pour ce triple attentat du 23 décembre 2022 où Emine Kara Evingoyi, Abdurrahman Kızıl et Mir Perver ont été lâchement assassinés. Jusqu'à ce qu'on trouve qui sont les forces qui sont derrière ce triple assassinat, notre lutte va continuer et peu importe qui le désigne comme ils veulent. Nous savons, nous avons toutes les données, nous réfléchissons, nous voyons, nous regardons. Quel est donc, pourquoi qualifier l'attaque de Grenelle de terroriste et pas ça? Mais c'est écœurant. Quand on voit le 2 poids 2 mesures, c'est affolant, quoi. Alors, tu le dis très justement, hein, ce 2 poids 2 mesures, il est aussi écœurant qu'affolant. Et ce qui est encore plus triste, c'est que non seulement on constate ça en France, mais aussi les personnes que tu viens de citer qui sont décédées le 23 décembre 2022. Est-ce que tu peux aussi nous dire comment s'est passé leur enterrement? Parce que pour certaines d'entre elles, voilà, ça dit aussi quelque chose des discriminations dont elles sont victimes dans les pays où les cercueils ont été rapatriés. Déjà, je voudrais parler de Emine Kara Evingoyi.
Alors effectivement, on donne 2 noms puisqu'il y a son nom civil et puis son nom de guerre, parce que c'est une des commandantes qui a mené l'assaut sur Raqqa, qui a été blessée là-bas, qui est venue en France après avoir été soignée sommairement, venue en France pour être soignée, pour demander une protection qui lui a été refusée. Donc il y a aussi cette duplicité politique qu'on rencontre tous les jours. C'est pour ça que nous disons, nous les Kurdes, nous sommes extrêmement bien surveillés, mais pas du tout protégés. Evin est la fille d'une famille qui a dû fuir la barbarie turque qui, dans la fin des années 80-90, a vidé plus de 4700 villages et des milliers de Kurdes ont été contraints de fuir. Et il y a une partie des Kurdes qui sont passés dans le désert irakien. Ils ont immigré d'un endroit à l'autre. Au final, ils sont arrivés au camp de ce qu'on appelle maintenant Marmour et ils ont construit ce camp avec leurs propres mains. Et Evin, Emine Kara, elle a grandi dans ce camp. Une fois arrivée en âge de raison, elle a décidé de joindre la lutte car elle avait un respect vraiment fondamental pour la lutte du peuple kurde et elle avait rencontré l'injustice très tôt, donc elle savait qu'il fallait faire quelque chose. Et par la suite, elle est devenue une des commandantes des opérations de Raqqa. C'est une femme dont le corps n'a pas pu être envoyé en Turquie, dans le village où elle est née. Il a dû être envoyé dans le camp où elle était née, mais comme elle était une des femmes pionnières du mouvement kurde, une des femmes très importantes du mouvement kurde, son cercueil a été par la suite récupéré par ses camarades et il a été enterré dans le haut de Kandil. Pour Mir, un jeune homme, un chanteur qui avait déjà fait des années de prison et qui avait par la suite été condamné pour avoir chanté en kurde, qui était venu en France, l'État a saisi son corps et a saisi le cercueil. Ils ont mis dans un, comment tu appelles ça, une fourgonnette? Non, une pelleteuse. Une pelleteuse, c'est une vrai. pelleteuse. Les images, ouais. Dans une pelleteuse. Pour le prendre de la famille et l'enterrer dans la nuit pour empêcher qu'il y ait des milliers ou des centaines de milliers de Kurdes qui se rassemblent et qui se recueillent sur sa tombe. Non seulement l'État turc, non seulement les autres États autocrates, que ce soit d'Iran, l'État dictatorial syrien ou le régime irakien, non seulement ils ont peur de nous vivants, mais ils ont aussi peur de nos morts. Et on dit, parce que tous ces gens-là se considèrent, la Turquie est un pays musulman, Erdogan se vante des fois en disant nous sommes à 99% musulmans. Et j'ai grandi dans une culture qui n'est pas loin. Et on dit qu'une fois qu'un individu est décédé, il n'a plus de compte à rendre aux vivants. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe tout le péché qu'il a fait, tout le mal qu'il a fait, il n'a plus de compte à rendre aux vivants. Il est mort. Vous lui voulez quoi? Mir, il a été amené dans le cimetière, dans la pelleteuse. Sa maman, qui était une femme qui avait, des années auparavant avait eu un accident, elle était handicapée, mais elle était en très bonne santé. Elle a survécu 29 jours à son fils. Alors que ça faisait des années qu'elle résistait, qu'elle était là pour Mir et Mir pour elle. Donc on a non seulement aucun respect pour nous les Kurdes en tant que vivants, mais aussi en tant que morts. Il y a aussi une autre chose que je voudrais dire. En France, les efforts nécessaires ne sont pas menés pour que la justice nous soit rendue. Mais il y a, pour faire plaisir à Erdogan, pour ne pas fâcher Erdogan, tous les jours des Kurdes se font arrêter, tous les jours des Kurdes sont jugés dans le cadre de soi-disant de procès terroristes. Et on est accusé en tant que Kurde, dès que nous sommes Kurdes, s'il y a le moindre truc, procès parquet antiterroriste, accusé de terrorisme. Mais là, on voit les données des téléphones, on voit qu'on est surveillé 24 heures sur 24. Donc, ceux qui empêchent que la justice soit faite pour les Kurdes, non seulement jettent une honte de plus sur la France, sur l'indépendance de la justice française,
mais aussi nourrissent une colère du peuple kurde qui est légitime. Les militants françaises et français antiracistes disent souvent que la race tue 2 fois. J'ai envie de dire que pour vous, les Kurdes, la race a tué 3 fois. Elle a tué une première fois parce qu'il s'agit clairement d'un attentat terroriste raciste. Elle tue une deuxième fois parce qu'on empêche les corps d'être enterrés dignement et on sait combien c'est un moment important pour les proches. Et elle tue une 3e fois parce que la justice n'est pas faite. L'attentat raciste, je n'accepte pas le terme. C'est un attentat politique. Parce que nous n'avons pas été tués parce que étrangers. Nous sommes une des communautés les plus discrètes. C'est dingue à dire, mais nous vivons un peu peut-être entre nous. Petit à petit, la nouvelle génération commence à s'ouvrir, mais le fait d'être considéré, d'être victime de négation, d'être considéré comme inexistant, d'avoir l'interdiction sur la langue, d'avoir l'interdiction de porter son prénom, d'avoir l'interdiction de ci, de ça, on se rend plus ou moins invisible. Donc on vit un peu entre nous. Et c'est une telle communauté qu'on vise, cette même communauté qui au total a donné plus de 12 000 de ses enfants pour sa dignité, certes, mais surtout pour protéger les fesses des Européens. La guerre contre Daesh, tu veux dire? Ouais, mais il faudrait pas oublier. Parce que on a été à des chaînes de télévision qui nous ont invités. On nous a dit oui, mais la communauté française qui est très loin de tout ça, d'accord, a été en colère parce que les Kurdes ont le premier et deuxième jour du deuxième triple assassinat, donc de celui du 23 décembre 2022, ont été en colère, ont exprimé une colère. Sans faire de mal à personne. Hein. En plus, ils ont été provoqués, hein, il y avait véhicule de... Mais j'aurais dit qu'il aurait fallu... C'est important de rappeler qu'effectivement, dès le premier jour, l'après-midi même, et le lendemain, quand il y a eu un rassemblement, il y a eu une expression d'une colère légitime qui, dans les médias, parfois, a été plus couverte encore que l'assassinat lui-même. Bien sûr. Parce que ça faisait 2 fois qu'on est assassiné, 2 fois 3, et dès les premiers instants, on nous dit on va vous donner, la justice va être faite quoi que cela coûte. On se retourne et le lendemain, on va rendre visite à l'ambassade turque. C'est ce qu'avait fait Monsieur Valls. Il était venu devant le 147 rue Lafayette pour nous promettre, devant les micros, que toute la lumière sera faite sur cette affaire, quoi que ça coûte. 2 jours après, il allait rencontrer l'ambassadeur turc et ses documents ont filtré dans les dossiers d'instruction. Il promet de continuer la lutte contre les terroristes kurdes, les séparatistes kurdes. Donc de là, on voit que il y a vraiment une politique erronée de la diplomatie française. Non seulement la diplomatie française, l'État français doit avoir à présent une politique kurde, car les Kurdes ont un projet multiethnique, paritaire, féministe, écologique, englobant toutes les autres, pas avec l'ambition de retracer des nouvelles frontières, puisque nos terres, elles sont là, elles ont jamais bougé de place. C'est les autres qui sont venus s'installer sur nos terres. Nous avons surtout un projet qui vient du Moyen-Orient, qu'on regarde souvent avec un regard, un projet d'où vous avez beaucoup à apprendre, où beaucoup de femmes et d'hommes s'inspirent de la politique, du projet politique du confédéralisme démocratique, de la nation démocratique du peuple kurde. Donc, la France doit maintenant avoir une politique envers le peuple kurde et surtout bannir la politique néfaste, la politique entériste, la politique de l'État barbare turc et de son président Erdogan. Nous demandons à vivre ensemble. Eux, ils veulent tracer des nouvelles frontières pour monter les peuples les uns contre les autres. Nous avons aucun problème, que ce soit au Moyen-Orient ou ici. Pour vous donner un exemple, au moment où il y a eu des attaques de Daesh qui ont détruit des richesses du patrimoine mondial.
Les Kurdes, des jeunes combattants kurdes ont porté des croix sur le dos pour l'amener à l'église des chrétiens d'Orient pour qu'ils puissent retrouver leur place, qu'ils se sentent pas en danger sur ces terres, qu'ils se sentent pas rejetés. Ils ont reconstruit la synagogue qui venait d'être détruite. Ils ont reconstruit des mosquées chiites, car on a un projet de pouvoir vivre ensemble. Ici, nous avons des gens qui sont musulmans, nous avons des gens qui sont chrétiens, nous avons des yézidis, nous avons des alévis. Mais nous avons réussi à mettre la religion dans le sphère privé. Si nous avons réussi, nous avons l'ambition de dire que nous réussirons aussi avec vous. Mais avant, il faut permettre à la justice de faire son travail. Donc moi qui côtoie la communauté kurde depuis un petit bout de temps maintenant, effectivement, je constate votre détermination et à quel point vous ne lâchez rien pour obtenir justice par rapport au triple assassinat de janvier 2013. Et je sais que vous ne lâcherez rien non plus par rapport à ce qui s'est passé le 23 décembre 2022. Mais en tout cas, on peut quand même se servir aussi de cet épisode de podcast pour dire qu'on espère que le naufrage qui a été l'enquête de 2013, ne sera pas à l'image de ce qui va se passer pour ce qui s'est passé en 2022. Moi, je suis, en tant que franco-kurde, j'aimerais que mon pays d'adoption, celui où j'ai grandi, où j'ai appris beaucoup de choses, puisse enfin enlever toutes les embrouilles qui empêchent la justice d'être vraiment indépendant. Car que ce soit pour un individu, pour la justice ou pour autre chose, ce ne sont pas les mots qui qualifient, ce sont les faits. Donc laissons les juges, laissons le parquet, laissons les procureurs faire leur travail. Disons aux politiques que soutenir un État autocrate comme la Turquie, c'est dépassé. Donc il faut maintenant des nouveaux diplomates pour représenter la France qui va pas si bien que ça, faut le dire. Alors je voudrais finir avec un slogan parce que vous les Kurdes en règle générale vous êtes très forts en slogan et surtout toi, voilà, parce que tu emportes toujours les foules. Je crois qu'on peut terminer cet épisode en disant pas de justice, pas de paix. Bien sûr. Pas de justice, pas de paix, et malgré tout ce qui se passe, nous disons Jinjian Azadi, car la femme est la vie et la liberté. Si la femme n'est pas en vie, il n'y a pas de liberté. Donc c'est pour ça que pour nous, toutes les actions, les manifestations ou même la guerre au front, ce sont les femmes qui sont en premier lieu. Et à un endroit où il y a la femme, où il y a la détermination de la femme, peu importe que ce soit des soi-disant démocrates ou des dictateurs, ils vont être obligés de replier. Donc Jinjian Azadi, femme, vie, liberté. Merci Berivan Firat. Merci à toi. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.